Bonjour, bienvenue sur le journal toulousain version télé. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Pierre Plancade, le sénateur de Haute-Garonne. Nous allons parler de l'actualité du Sénat, de la présidentielle, des transports à Toulouse. Vous êtes prêts? Suivez-moi. Bonjour, bienvenue sur le journal toulousain version télé. Aujourd'hui, c'est le sénateur Jean-Pierre Plancade qu'on reçoit. Bonjour Monsieur Plancade. Bonjour Monsieur. Donc, sénateur de la Haute-Garonne, donc pour le Parti radical de gauche. Oui. Vous êtes aussi vice-président de la Commission des affaires culturelles au Sénat. Oui. Et vous êtes également président du groupe d'amitié France-Israël. Absolument. Alors, on va parler de plusieurs thématiques. On va parler du Sénat, on va parler de la présidentielle, et on va parler un peu d'actualité toulousaine. Le Sénat a changé il y a peu. Jean-Pierre Bel est devenu président de cette assemblée. Est-ce que ça a changé d'abord quelque chose dans votre quotidien, à vous, de sénateur? Bon, d'abord une satisfaction de voir la gauche, qui pour la première fois historiquement, c'est un moment historique, la gauche devient majoritaire. Alors qu'est-ce que ça a changé? Pas grand-chose quand même. Pourquoi? Parce que c'est quand même le gouvernement qui fixe l'ordre du jour, et le gouvernement n'est pas de gauche. Voilà. Qu'ensuite, je vous rappelle que la gauche a la majorité de 5 voix, et que donc, vous avez vu comme moi, il ne vous a pas échappé qu'il y a eu un contrat de gouvernance au sein du Sénat, ce qui fait que, au fond, mais ça ressemble assez au Sénat, vous savez, c'est-à-dire qu'on avance au pas lent du laboureur, mais au pas lent déterminé. Vous voyez, et c'est bon. Alors, par contre, ce qui change, je vais vous le dire, ce qui change pour la nouvelle majorité, c'est qu'il faut être présent tout le temps. Parce que dans les commissions, comme ça, il y a des commissions où vous avez autant d'élus de droite qu'autant d'élus de gauche. Donc, il faut être présent sûrement davantage et être plus attentif sur les choses importantes. Vous voulez pas nous dire que ça oblige ceux qui ne travaillaient pas à venir travailler? Non. Franchement, Thomas, vous me faites ça facile. Bon, et je vais pas rentrer dans votre jeu, et je vais vous dire pourquoi. Parce que, et je pense que même que vous avez tort de faire cette remarque, même si vous vous laissez aller un petit plaisir intellectuel. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans ce pays, de droite comme de gauche, 99% des hommes et des femmes politiques sont des gens qui travaillent et qui assurent leur travail. Alors, qu'il y ait un problème de cumul des mandats, ça, je ne le conteste pas. Et de statut de l'élu. Et de statut de l'élu, c'est incontestable. Voilà, je pense qu'il faut qu'on travaille à ça. D'ailleurs, c'est ce que propose Hollande, en disant je vais supprimer le cumul des mandats. Et je pense qu'il aura raison. Voilà. Mais l'impression que ça donne, c'est encore un problème de télévision et de journaux. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes répartis en 6 ou 7 commissions. Moi, je suis à la commission des affaires culturelles. Bon, quand un projet de loi concerne la défense nationale, il n'est pas examiné par la commission des affaires culturelles, il est examiné par mes collègues de la commission de la défense nationale. Quand ce projet de loi arrive devant le Sénat, qui vient siéger au Sénat pour débattre? Ceux qui ont travaillé, qui ont réfléchi dans la commission. Mais moi, je n'y vais pas. Pourquoi? Moi ou mes collègues. Parce que nous, pendant ce temps, on est en commission, on travaille sur un autre sujet. Par exemple, sur la loi Hadopi. Par exemple, sur la réglementation des médias, des droits d'auteur. Vous voyez? Donc, en réalité, c'est une fausse image. Et il faut quand même que vous fassiez... Vous voyez, par contre, l'effet pervers de l'effet médiatique, c'est que le jour où la télévision vient au Sénat, dans l'hémicycle, le jeudi, par exemple, tous les sénateurs sont là parce qu'il y a la télévision. Question au gouvernement. Question au gouvernement. Voilà, exactement. Voilà. Et peut-être qu'on les voit moins par ailleurs. Mais ce n'est pas parce que vous ne voyez pas un sénateur, ce que je dis pour un sénateur est valable aussi pour les députés, dans l'hémicycle au moment où vous regardez l'émission de télévision, ça ne veut pas dire qu'il se roule les pouces. Non, ça veut dire qu'il est en commission ou qu'il fait un travail. Moi, je siège à l'OSCE. Bon, on m'a demandé d'aller surveiller les élections en Ukraine. Observer, pas surveiller, excusez-moi. Bon, mais je suis parti 4 jours. Et pendant 4 jours, effectivement, je n'ai pas fait mon travail pur de législateur. Mais c'est au titre de législateur que je suis à l'OSCE. Ce que vous dites, c'est que le Français a souvent l'image du sénateur qu'on voit lors des questions au gouvernement, voilà, mais qu'on ne sait pas forcément qu'il y a les commissions, qu'il y a le travail sur le terrain, exactement, les permanences, les voyages. Oui. Ce que je voudrais, un message pour vous qui va être simple, mais pour ceux qui nous regardent en tout cas, il faut que vous compreniez que quand le gouvernement nous soumet un projet de loi, ce projet de loi, sachez qu'il est examiné ligne à ligne.
C'est-à-dire que quand il arrive devant notre commission, voilà, on va prendre, je sais pas, une loi sur l'urbanisme, par exemple. Bon. Quand on vous dit on réforme le code d'urbanisme, on vous dit dans tel projet, dans tel type de situation, le maire peut informer la population. Ben, si vous déposez un amendement pour dire le maire doit informer la population, vous comprenez que ça change complètement la signification du texte. Donc un texte de loi, vous êtes obligé de l'étudier ligne à ligne, et ça prend, et mot à mot, et ça prend donc du temps. Voilà. Et ce temps-là, ce n'est pas filmé, c'est pas montré à la télévision, c'est pas montré sur Internet, c'est pas montré sur la toile. Et pourtant, il est bien réel. Alors chacun, nous avons nos spécialités, bien entendu, chacun, on se spécialise sur des domaines particuliers, moi c'est la recherche, bon, très bien, voilà, mais malgré tout, je suis dans ma commission, j'y travaille avec tous mes collègues, et c'est vrai que quand je suis dans ma commission, je ne suis pas dans l'hémicycle. Quand je travaille pour l'OSCE, je suis à l'étranger, je ne suis pas dans l'hémicycle, mais c'est le Sénat qui m'a désigné à l'OSCE, je n'y vais pas, je ne me déplace pas pour mon petit plaisir personnel. D'ailleurs, je peux vous assurer que vous allez souvent très loin pour observer, en général c'est ça, c'est observer les élections. Vous arrivez le vendredi, vous voyez, vous avez 12 heures ou 13 heures d'avion, surtout quand vous allez au Tadjikistan par exemple, vous arrivez le vendredi et vous repartez le lundi matin, vous voyez, et vous avez 12 à 14 heures de vol. Qu'est-ce que ça change d'être dans la majorité ? D'être dans la majorité, ça change une chose importante, c'est que vous votez des textes, vous modifiez des textes selon la ligne de conduite qui est la vôtre, selon votre philosophie, selon la façon que vous avez de penser. Voilà. Et ça, c'est quand même important, parce qu'en fait, ça vous permet de dire à l'opinion publique, de dire, ben voilà, nous, ce qu'on pense. Sur tel sujet, sur tel problème, voilà ce que nous pensons. Voilà. Mais comme la majorité, le système politique que nous avons fait que c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, fort légitimement d'ailleurs, parce que nous n'avons pas le même mode d'élection, et bien évidemment, l'Assemblée nationale retransforme ensuite le texte. Voilà. Mais sachez, je prends toujours l'exemple du gouvernement Jospin, parce que c'est le plus significatif. Sachez qu'au Sénat, on fait un travail extrêmement sérieux. Voilà. Sous le gouvernement Jospin, il y a eu, je crois, alors, majorité de gauche à l'Assemblée nationale et majorité de droite au Sénat. D'accord ? 11 000, pendant la législature, je crois qu'il y a eu plus de 11 000 amendements déposés par le Sénat, parfois adoptés par la majorité et l'opposition. D'accord ? Bien sûr, ces 11 000, 6 000 ont été repris en seconde lecture par l'Assemblée nationale socialiste. Ce qui prouve qu'on a besoin de ces deux assemblées et qu'il se fait du travail constructif dans ces deux assemblées. Il ne faut pas avoir une vision manichéenne des choses. Absolument, absolument. On va parler politique. Nous sommes... Je pensais qu'on en parlait déjà. On va parler de politique plus politicienne, alors, monsieur Plancade. Voilà. On va entrer dans la présidentielle. Nous sommes en pleine période électorale. Il y a un climat particulier dans cette présidentielle, avec deux candidats qui ne font pas forcément l'unanimité, un grand nombre d'électeurs qui ne savent pas encore pour qui ils vont voter, et des extrêmes qui sont élevés dans les sondages. Vous expliquez comment ce climat particulier ? C'est-à-dire que moi, depuis, je compte plus le nombre d'années, où je suis engagé, où je fais de la politique, c'est vraiment la première fois que je vois une élection présidentielle aussi certaine d'incertitude. Voilà. Ce matin, j'écoutais la radio et on dit qu'il y a selon les sondages, 6 à 8 millions de gens qui ne vont pas, qui vont aller voter, mais qui n'ont pas fait encore leur choix. Qui sont encore indécis. Qui sont encore indécis. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait leur choix. Bon. Je crois que moi, j'ai pas souvenir de ça. Alors ça veut dire quoi ? Sans être, moi je ne suis pas un homme de langue de bois, tout le monde me connaît à Toulouse ici, donc ça veut dire qu'effectivement Sarkozy ne déclenche pas l'enthousiasme et Hollande ne le déclenche pas davantage. Moi je soutiens François Hollande, ma position est connue, elle est publique, et je le soutiens sans état d'âme et avec beaucoup de conviction. Mais cela dit... Vous faites un constat. Mais je fais ce constat. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien que les gens sont préoccupés. On voit bien qu'ils sont inquiets. Bon, ces sondages, on avait l'impression, regardez le phénomène Bayrou. Bayrou, il part à 14% et il est à 10%.
Alors que finalement, quand on l'écoute, il a des mots justes, il fait des analyses pertinentes, il a des propositions que je partage souvent d'ailleurs, mais la gauche aussi, hein, il n'y a pas que... Mais lui non plus ne provoque pas l'enthousiasme. Mais lui non plus ne provoque plus l'enthousiasme. Voilà, et même, on le voit descendre dans les sondages. Bon. Vous avez à côté de ça Jean-Luc Mélenchon, qui met un peu de rêve dans cette morosité générale, qui met un peu de rêve, mais dont je ne suis pas sûr que les sondages vont lui donner raison jusqu'au bout. Parce que, bon, moi je suis venu place du Capitole, quand il est venu à Toulouse. Je dois vous dire que c'était impressionnant. Voilà, bon, il y avait pas 70 000 personnes, mais il y avait bien 30 à 40 000 personnes, ça je crois que c'est incontestable. Et si vous voulez, moi j'étais là rue Alsace un peu, puis je suis remonté derrière, et j'ai vu tous ces jeunes ramasser comme ça ce discours, sa voix de tribun, etc. Ces drapeaux avec la faucille, le marteau. Moi je ne l'ai pas vu, mais quelqu'un, deux de mes amis m'ont dit, mais il y avait même un drapeau de l'Union soviétique. Et j'ai trouvé qu'il y avait une ambiance nostalgique. Il parle de notre temps. Mais je suis rentré chez moi, tranquillement, vous voyez, avec une angoisse. Et j'ai dit à ma femme, on me dit alors, comment tu as trouvé J'ai dit, écoute, je suis angoissé. C'était la République de Weimar, c'était un meeting comme des années 33, vous voyez, des années 30. Ça faisait cette impression. Ça laissait pour un observateur comme moi, avec l'expérience qui est la mienne. Bon, les jeunes étaient enthousiastes. Je fais pas de confusion entre ce que défend les idées de Mélenchon et le reste. Mais, si vous voulez, il y avait un tel degré de populisme, un tel degré une ambiance tellement fanatisée, quelque part, que moi ça m'a impressionné, ça m'a un peu angoissé. Ce que vous nous dites, c'est que c'est presque le symbole du malaise qu'on vit dans cette élection. Bien entendu, bien entendu. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Je ne le sais pas. Franchement, je ne le sais pas. Parce que, vous savez, ce n'est pas les socialistes qui vont faire les élections, ce n'est pas les UMP qui vont faire les élections, ce n'est pas la droite de la gauche qui vont faire les élections, ce sont ces électeurs qui n'ont pas d'opinion, ou qui votent un coup à gauche, qui font un coup à droite, en fonction de la personnalité de l'individu, en fonction de ce qu'il ressent de la situation, qui est leur jugement propre, et souvent d'ailleurs avec beaucoup de bon sens. C'est pour ça que vous voyez dans nos mairies des villes de gauche avec des maires de droite, et des villes de droite avec des maires de gauche, parce que ces gens-là ont toujours le bon sens chevillé au corps, et parfois les politiques ont tendance un peu à l'oublier, et ils ont bien tort. Bon. C'est une situation qu'on a connue à Toulouse depuis un temps. Voilà, exactement. Donc, si vous voulez, quand vous vous dites qu'il y a 6 à 8 millions de personnes qui n'ont pas choisi, ben vous vous dites que dimanche, rien n'est fait. Ni pour François Hollande, ni pour Nicolas Sarkozy. Et encore moins pour Marine Le Pen. Parce que moi, je pense que Marine Le Pen, malgré tous les correctifs que mettent les sondages, je pense que Marine Le Pen peut monter encore. Probablement plus que Mélenchon. Je pense que Mélenchon risque de baisser et que Marine Le Pen risque de monter. Bon, ce sont des supputations naturellement, parce que ceux qui vont confirmer ce que je dis, ce sont ces 6 à 8 millions de gens qui vont aller voter, qui vont mettre le bulletin dans l'urne. Vous savez, ils peuvent se dire, vous savez là, le samedi soir, quand ils vont ouvrir leur enveloppe et ils vont lire les professions de voix, et ils peuvent dire deux choses. Oh, tu sais, écoute, Sarkozy, il a tenu le choc pendant la crise, on est une grave crise. Après tout, vous savez, à Toulouse, on dit un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Il peut faire ce raisonnement. Mais il peut faire aussi le raisonnement inverse. Il y en a assez, il faut changer, parce qu'on veut plus de justice sociale. Vous voyez, on ne sait pas. Et ça change l'élection. C'est pour ça que moi, je pense qu'effectivement François Hollande va être élu. Je pense ça. Mais je pense quand même que ça, c'est pas fait. La chose n'est pas faite. Voilà. Alors justement, parlons de François Hollande. Vous étiez le premier tout à l'heure à dire que ça manquait d'enthousiasme. Est-ce que ça veut dire que vous êtes dans un vote de raison? Non, je suis dans un vote de raison et dans un vote d'adhésion.
Quand même, attendez, moi je suis un homme de gauche, je ne suis plus au Parti Socialiste, mais je suis au Parti Radical de gauche. Qui a participé à la primaire. Et Jean-Michel Baillet a participé brillamment à cette primaire. Voilà, et aujourd'hui, il est engagé aux côtés de François Hollande de façon conséquente et même de façon militante. Je viens de l'avoir au téléphone avant d'arriver ici, vous voyez. Bon, et de façon militante. Et donc on est totalement engagé aux côtés de François Hollande, qui d'ailleurs, je le dis très tranquillement, cet homme s'est fait au fur et à mesure de la campagne. Vous avez vu, les socialistes l'ont beaucoup critiqué. Il a reçu des critiques de la part de ses... On n'est jamais trahi que par les siens, vous connaissez l'histoire, vous avez pu la vérifier, et il est resté avec ce calme qu'on lui connaît, mais quand même il est resté très déterminé. Il a résisté au Vert, au front de gauche, il a continué son chemin et il s'est donné une stature d'homme d'État vraiment. Vraiment. Alors pourquoi il faut voter François Hollande? Pourquoi? Mais parce que je pense simplement qu'il ne va pas faire des miracles, mais il va remettre un peu de justice sociale dans ce pays. Voilà. Et il sera pas. Il va mettre un peu plus de justice sociale. Il va raboter les angles. Il ne fera pas la révolution. Moi, j'en suis bien conscient. Vous le comprenez. Je veux pas. D'ailleurs, il l'a dit. Je ne vais dire et promettre que ce que je pourrais faire. Et j'espère même, vous voyez, celui qui vous parle et qui va voter Hollande tranquillement, j'espère qu'il pourra tout faire, tout ce qu'il a dit. Parce que la crise qui s'annonce est une crise sévère et qu'il va falloir affronter. Et tout le monde devra payer. Et à un moment donné, quand même, je m'excuse, mais il faut que la répartition, le poids de cette crise, qui n'est pas quand même le résultat, de gens comme vous et moi, c'est quand même le résultat d'un monde dominé par la finance. Vous voyez, quand j'ai eu l'occasion d'intervenir un jour au Sénat, précisément sur la crise financière. Et j'ai conclu mon intervention en disant, un journaliste interrogeait, je crois que c'était Clémenceau, mais je ne garantis pas que ce soit Clémenceau, interrogeait un homme politique, et la question était, mais pour vous, monsieur le ministre, qu'est-ce que la guerre? Et il a répondu, vous savez, la guerre, c'est des gens qui se connaissent, qui font battre des gens qui ne se connaissent pas. D'accord? Et qu'est-ce que la finance aujourd'hui? Eh bien, c'est des gens qui se fréquentent et qui exploitent des gens qui ne se connaissent pas. Et qui font payer à des gens qui ne se connaissent pas les fruits de leur spéculation. Et ça, il faut l'arrêter. Mais François Hollande tout seul n'y arrivera pas. Naturellement. Moi, j'en suis conscient. Il va en limiter les effets, et il va permettre quand même que ce ne soit pas ceux qui apportent la plus-value et qui permettent la génération du profit à payer cette crise. Ce n'est pas eux. Et c'est que pour ça que je vais voter Hollande. Ce n'est pas pour autre chose. C'est un choix à la fois de raison, mais c'est aussi un choix de conviction. Un choix, comment je vais dire ça, je pense qu'il faut qu'il y ait un peu plus d'équité. Et je ne suis pas de ceux qui sont tout sauf Sarkozy. Non. Non, parce que Sarkozy a fait des choses... Écoutez, il a fait des choses dans ce pays dont je vois que dans le programme de François Hollande, vous avez bien vu qu'elles ne sont pas du tout remises en cause. Y compris même le droit de grève. Y compris le droit les fameux préavis de grève. Alors, il ne va pas remettre en cause non plus, le fait que le président de la Commission des finances soit de l'opposition. En revanche, là c'est le fond. Souvent, ce qui pose problème, c'est la personnalité du président actuel. Est-ce que vous pensez que Nicolas Sarkozy a désacralisé la fonction? Je pense que Nicolas Sarkozy... Écoutez, je vais vous dire franchement, il a été... C'est une critique qui revient souvent du côté socialiste, notamment. Écoutez, Nicolas Sarkozy a mieux fini son mandat en président qu'il ne l'a commencé. Voilà la position de l'homme de gauche qui vous parle tranquillement. Il a mis du temps à rentrer dans le costume. C'est-à-dire que, voilà, il a bien sûr le Fouquet, bien sûr Bolloré, tout ça, bon, bref. Ouais. Puis, son fils à l'EHPAD, etc. Bon. Et si vous notez bien, là, depuis 2 ans, 3 ans, on voit qu'il a c'est-à-dire que l'expérience et puis l'affrontement de cette crise qu'il a eue,
quand même qu'il a subi. Là, je vous fais remarquer que personne quand même n'attaque le président de la République. Nicolas Sarkozy maintenant, puisqu'il il est président, mais il est candidat, n'attaque franchement ni frontalement sur la façon dont il a géré la crise au niveau européen et mondial. Je pense que voilà. Donc c'est plus un problème de comportement qu'un problème de fond. Et c'est ça qui préoccupe ces 6 à 8 millions de Français. Parce qu'ils ne sont pas convaincus par l'un et par l'autre. Et si vous voulez, le problème de Nicolas Sarkozy, ça a été son comportement. Voilà. Bon, après, évidemment, je ne parle pas quand même du bouclier fiscal, je ne parle pas de sa politique, quand même, qui a été une politique en faveur des riches, jusqu'au point, il a fallu qu'une trentaine de PDG signent un jour une pétition en disant « taxez-nous davantage ». Hein, vous vous souvenez de cet appel? Alors justement, parlons de Nicolas Sarkozy et de certaines de ses politiques. Est-ce que pour vous, un discours comme celui de Grenoble, qui a marqué ce quinquennat, c'est dangereux pour la France? Est-ce qu'un président de la République doit tenir ce type de discours? Un président de la République doit rassembler. Ça, c'est la première des choses. Le président de la République doit rassembler. Il doit rassembler tous les Français. Donc avec ce discours-là, c'était pas le cas. Et avec ce discours-là, c'était pas le cas. D'ailleurs, vous avez vu qu'il a été quand même largement condamné, y compris même dans son propre camp. La tradition de la France, c'est quand même d'accueillir. Bon. Alors, mais moi, je suis un de ceux, quand même, qui pensent que l'intégration, elle se fait par l'acquisition de la nationalité. Voilà. Je ne suis pas, si vous voulez, je ne suis pas dans l'ethnicisme. Je ne suis pas dans le communautarisme. Je ne suis pas là-dedans. Alors, il y a des sociétés, vous prenez les États-Unis, vous prenez l'Angleterre, ils sont dans le communautarisme complet. Je ne suis pas franchement un adepte de la discrimination positive. Moi qui suis un enfant de la République, moi, vous savez, je ne suis pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche et encore moins d'or. Vous voyez, et voilà. Donc, mais c'est quand même l'école de la République qui fait qu'aujourd'hui, je suis devant vous et je vous parle et j'ai la responsabilité que les Français ont bien voulu, les Haut-Garonnais en tout cas, ont bien voulu me confier. Bon, donc, il faut qu'on fasse très attention parce que aujourd'hui il y a une surmédiatisation de l'immigration, surmédiatisation du problème des banlieues. Écoutez, qu'est-ce qu'on nous montre à la télévision? On nous montre des banlieues. La banlieue, les banlieues difficiles, c'est 7% de la population française. 7% de la population française. Et on ne parle que de ça. Alors, il y a des problèmes, mais quand vous regardez l'évolution et l'évolution par exemple, des gens qui habitent au Mirail, pour rester toulousain, on va prendre le Maghrébin qui habite au Mirail. Voilà. Et souvent, il est là, il a un logement social. Entre-temps, il va à l'école, il va au collège. Il monte une boutique de fruits et légumes pour rester dans l'image. Mais sa première démarche, c'est après de quitter le Mirail, d'aller habiter à Plaisance-du-Touche, d'aller habiter à Balma. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut qu'on fasse très attention à ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que si vous voulez, et c'est pas un problème, et c'est pas un problème ethnique, c'est un problème sociologique. C'est pas un problème sociétal non plus. C'est qu'on a tous fait. Écoutez, ils font les émigrés qui arrivent. J'ai pris le cas du Maghrébin parce que c'était plus facile pour moi, mais ça peut être le Roumain, ça peut être. Bon, qu'est-ce qu'ils font? Ben aujourd'hui, vous avez le Portugais quand il est arrivé en France, il a commencé par habiter au Mirail ou à Ampalo, puis il est parti. Et il a fabriqué sa maison. S'il est portugais, il a plutôt bâti sa maison et il est allé un peu plus loin de Toulouse pour vivre mieux. Donc vous faites partie de ces élus de gauche qui ne souhaitent pas avoir une vision, en tous les cas, angélique de ce dossier. Non. Parce que tout à l'heure, vous parliez de Jean-Luc Mélenchon, place du Capitole, c'était le cas. Oui. Non, moi je ne suis pas dans l'angélisme. Vous êtes dans le pragmatisme. Je suis dans le pragmatisme, absolument. Vous savez, moi j'ai été, écoutez, dans ma vie professionnelle, j'ai été pendant quelques mois le directeur de cabinet de l'ancien maire socialiste de Dreux, du temps de Jean-Pierre Stirbois. Donc moi j'ai vu les effets du Front National et j'ai vu les effets du racisme. Et j'ai vu les effets du communautarisme.
Donc c'est une chose dont il faut parler avec beaucoup de prudence. Il faut y être extrêmement vigilant. Il faut être extrêmement vigilant. Ne pas se laisser aller à des débordements. Voilà. Mais si la République s'y met, elle sait intégrer les gens. Voilà. Et ceux qui ne s'intègrent pas demeurent quand même une minorité. Voilà, c'est ça la vérité. Moi je peux vous montrer, je peux vous montrer, mais promenez-vous, regardez partout, vous allez voir des émigrés qui sont parfaitement intégrés dans nos pays, c'est les grandes majorités. Mais après des voyous, il n'y en a pas que chez les émigrés, il y en a chez les bons petits blancs comme vous et moi. Il y en a partout des voyous. Donc il faut faire extrêmement attention, mais il faut faire attention aussi aux politiques de peuplement. Mais si vous voulez, ce qui se passe dans ce pays, c'est qu'il y a... On n'ose plus mettre des mots sur les choses. C'est, vous savez, le politiquement correct. C'est un truc, ça, qui est abominable. C'est abominable, le politiquement correct. Voilà. Parce que si vous voulez, à un moment donné, vous ne pouvez pas parler tranquillement de quelque chose sans que vous soyez suspect de raciste ou de ceci ou de cela. Et ça c'est insupportable parce que la transparence, c'est comme la transparence, c'est une dictature intellectuelle, ça. Et ça, c'est anormal. Monsieur Plancade, est-ce que ça vient pas, ça, du fait que la gauche, pendant longtemps, n'a pas voulu traiter de ces sujets? Mais moi, j'ai été, quand j'étais au Parti Socialiste, souvent j'ai été mis en minorité, parce que ce langage que je vous tiens aujourd'hui, je le tenais tout le temps, j'ai dit, attention, moi, vous savez, l'expérience de Dreux, pour moi, a été une expérience extrêmement marquante, parce que Dreux, il y a une population étrangère et maghrébine extrêmement forte, extrêmement importante, et j'ai vu comment on l'a traité. Et j'ai vu quel résultat ça a donné, puisqu'après ça a donné le Stirbois, Jean Yo, etc. Donc il faut qu'on gère ça avec beaucoup de doigté, avec beaucoup de finesse. Voilà, et de délicatesse. Mais l'immense majorité de nos immigrés sont des gens qui s'intègrent dans ce pays. Voilà. On va parler un peu de Toulouse, on va se rapprocher de chez nous. Mais je vous ai parlé d'Imirail, vous avez vu que j'étais pas... J'ai vu la liaison, vous m'aidez. Alors je vais m'adresser au président fondateur de Tisséo. Les Toulousains sont confrontés depuis maintenant plusieurs semaines à des travaux qui font polémique entre majorité et opposition, notamment à Toulouse, et on a reçu ici François Chollet pour en parler, avec cette fameuse nouvelle ligne de tramway. Quelle est votre vision sur ce dossier, vous, le président fondateur de Tisséo? Est-ce que les choses, finalement, ont été bien anticipées au niveau de la vision qu'on peut avoir de la politique des transports sur Toulouse? Écoutez. Je vous sens concentré, là. Oui, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, puisque... si vous voulez, moi j'ai été à Tisséo, j'ai siégé à Tisséo pendant de nombreuses années, et j'en ai été le premier président qui a duré 3 ans. Avant, on changeait de président tous les ans. Bon. Et c'est moi qui suis à l'origine de cette présidence. Parce que quand on changeait de président tous les ans, il n'y avait pas de président. Voilà. Et c'est moi qui ai créé cette marque Tisséo, parce que je voulais que les Toulousains, vous savez, je vais commencer par moi. Parce que moi, le premier, je disais, quand les gens venaient me voir, ils disaient, oui, mais j'ai pas de bus là qui passe. Alors je dis, oh, vous savez, à l'époque, ça s'appelait la Saint-Vath. On disait, c'est la Saint-Vath. Mais la Saint-Vath, qui c'était? C'était la mairie de Toulouse et le conseil général. On dit, oh, mais c'est la Saint-Vath. Vous voyez? Ah oui, c'est vrai. Alors les gens, bon, bref, mais vous savez, on peut mentir à quelqu'un tout le temps. On peut mentir à plusieurs personnes quelque temps, mais on ne peut pas mentir à tout le monde tout le temps. Et moi, j'ai voulu, quand j'ai créé la marque Tisséo, tout le monde sous l'intitulé Tisséo, j'ai voulu que les Toulousains, c'était un acte de transparence politique, j'ai voulu que tous les Toulousains sachent que s'ils n'ont pas un bus qui passe là, c'est de la responsabilité du président de Tisséo. Et s'il y a un bus qui passe là, un tramway qui passe là, c'est de la responsabilité du président de Tisséo. Voilà. Parce que la responsabilité, elle est politique. Et elle n'est pas sur l'exploitant, quel qu'il soit, public ou privé, c'est pas important. L'important, c'est la décision qu'on prend. Voilà. Et donc j'ai dit, on appellera Tisséo, et maintenant les gens savent, les gens ne se trompent plus. Ils savent que si la ligne G s'arrête aux allées Jules Guesde,
ils savent que c'est le président de TCO qui a pris cette décision, avec le conseil, bien entendu, mais c'est quand même le président qui est le président. Hein. Bon. Alors, moi, vous savez, quand j'ai quitté la place, normalement, puisque c'était de l'alternance, quand j'ai quitté TCO... On rappelle que c'est Jean-Luc Moudenc qui vous a succédé. Voilà. J'avais fait un plan de déplacement urbain, horizon 2015. Nous étions en 2003, j'ai proposé au Conseil général et à la ville de Toulouse, communauté d'agglo, peu importe, ce n'était pas encore une communauté urbaine, j'ai proposé un plan de déplacement urbain. Voilà, en disant voilà, objectif, en 2015, il faut que 25% des déplacements soient effectués en transport en commun. Voilà. Et la ville de Toulouse n'a pas voulu débattre de ce dossier, le Conseil général pas davantage, donc je veux dire là je les renvoie tous les deux dos à dos, un à droite, un à gauche. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas compris l'importance du transport en commun. Alors ils ont dit c'est cher, ça coûte cher, mais tout coûte cher, tout coûte de l'argent. Voilà. Mais ça ne coûtait pas cher. Et ça coûte toujours pas cher, et je vais vous le démontrer. Là, on vous voit, oui. Vous êtes en train de nous expliquer qu'on a pris du retard à Toulouse. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Moi, quand j'ai prolongé la ligne A du métro, on l'a inaugurée 6 mois avant la date officielle prévue. Voilà, le bout là, Jolimont-Balma. D'accord? Bon, mais il faut un président qui s'en occupe, qui booste les équipes, et qui soit présent, et qui sache ce qu'il veut. Et donc, je suis parti... Les collectivités, avec ce plan de déplacement urbain, qui était un vrai projet, puisqu'il y avait la ligne B, puisque c'est moi qui ai fait voter la ligne B. Je vous signale, je vous rappelle que c'est moi qui ai fait voter la ligne A, le prolongement jusqu'à Balma, hein, parce que on l'avait arrêté là au Jolimont, là vous savez, suspendu en plein vol, on ne sait pas pourquoi. Et je vois qu'aujourd'hui, quand on arrête la ligne G aux allées Jules Guesde et qu'on ne la fait pas aller jusqu'à Saint-Orens-de-Gameville, je comprends qu'on recommence la même erreur qu'on a faite il y a 20 ans. Mais bon... Qu'est-ce que vous voulez? Il y a des gens qui ne savent pas tirer de l'histoire. Alors on vous dit, ah mais ça coûte cher. Ah, on dit, ah mais M. Plancade il a beaucoup d'idées, mais c'est pas lui qui paye. Grosso modo, je vous fais la critique parce que je l'ai entendu tellement de fois. Et moi j'avais dit, il faut 2 lignes de tramway. On a 2 lignes de métro, très bien. Et maintenant il faut 2 lignes de tramway, grosso modo. Les tracés c'est autre chose. J'ai dit, bon, une qui partirait pas de plaisance, de Tournefeuille, et qui irait jusqu'à l'Union, grosso modo, et une autre qui ferait Blagnac, Saint-Orens, de Gameville. Alors on l'a faite, mais on l'a arrêtée à Blagnac. Jean-Luc Moudenc l'a arrêtée à Blagnac. Très bien, bon. L'a arrêtée aux Arènes. Très bien. Parfait. C'est mieux que rien. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, on le reconstruit. Alors on vous dit, ça coûte des milliards. Oui, le projet coûte des milliards, oui, mais tout coûte de l'argent. Et vous voyez, j'arrive, je fais une périphrase comme ça un peu, parce que j'arrive d'Airbus, où j'accompagnais l'ambassadeur d'Ukraine en France, et au cours du repas, je racontais une anecdote. Je dis, vous savez, Airbus a eu ceci de magique pour les collectivités territoriales, c'est que pendant 20 ans, les communes du Gers, du Lot-et-Garonne, avaient demandé la mise en place de feux, les déviations de routes, de construire des ponts, faire des tunnels pour améliorer la circulation en ville. L'État n'avait pas d'argent. Et en une nuit, M. Guessot, ministre des Transports, a dit on construit la rue A380 et on a débloqué les milliards qu'il fallait pour détourner les routes, pour mettre des feux, améliorer les croisements, etc. Donc en politique, quand on veut l'argent, il y est. Quand on veut faire les choses, il y est. C'est quand on ne veut pas faire les choses qu'il n'y a pas d'argent. Voilà. Et là, je vais aller plus loin dans ma démonstration, et là on est dans le même cas de figure. Exactement le même cas de figure. C'est-à-dire que... Et là, vous nous dites qu'on est en train de faire une erreur, quand même. Parlons... vous dites à vos amis, puisque ce sont vos amis, qui sont dans l'erreur. Mais j'ai rencontré à l'occasion du repas du CRIF Pierre Cohen, il me dit, il paraît que tu n'es pas content. Je lui ai dit, oui, je ne suis pas content du plan de déplacement urbain que tu as soumis. C'est un plan... Il faut que vous imaginiez quand même une chose. C'est que, aujourd'hui... moi j'ai voté Pierre Cohen, donc je le dis avec la liberté que je peux. J'ai voté Pierre Cohen. La liste de Pierre Cohen. Voilà, donc ça ne peut pas être plus clair.
avec un thème majeur, les transports. Voilà. Eh bien, le plan de déplacement urbain qu'on nous propose aujourd'hui, il est inférieur à ce que nous proposait Jean-Luc Moudenc en 2009, qui était lui-même inférieur à ce que j'avais proposé en 2004. Voilà où on en est. Et on me dit, oui, mais il n'y a pas d'argent, on en est, etc. Et je vais vous donner un chiffre. Quand vous voulez impressionner les gens, vous dites, ah, c'est 4 milliards d'investissements. Vous dites, oh, quand même, 4 milliards, c'est vrai, c'est une somme. Bon, d'accord. Mais une mairie, une collectivité locale, comment ça fonctionne? Moi j'ai des crédits, je ne sais pas vous, mais peut-être que vous avez des crédits. Bon, alors si vous avez un crédit, quand vous avez un crédit, ben, si vous devez 10 millions, si vous devez 1 million, pardon, on va rester plus, même pas, vous devez 500 000 euros, parce qu'on est en euros, bon, vous savez, vieille génération, je continue à passer en francs, mais peu importe. Jean-Pierre Plancade va me faire payer les 75% proposés par François Hollande. Vous allez voir l'histoire. Quand vous avez un crédit, puisque vous prenez un crédit, vous ne le remboursez pas d'un coup, puisque vous le prenez à crédit. Bon, le plan de déplacement urbain que je proposais, qui était de l'ordre de 4 milliards à l'époque, bon, mais qui aujourd'hui fait que vous auriez 2 lignes de tramway, d'accord, vous auriez vos 2 lignes de bus, vous auriez vos lignes de... Vous auriez le métro prolongé en métro jusqu'à la Beige, d'accord? Ça serait fait là, ça serait fait là. Voilà. Donc, il faut que vous imaginiez ce que ça représente en annuité d'emprunt, c'est-à-dire ce que la ville ou le conseil général va rembourser tous les ans. Voilà. Eh bien, cette somme-là, ça représente 10% du montant total des investissements de la ville de Toulouse et 11% du montant total des investissements du conseil général. Donc, c'est une question de choix. Évidemment. Voilà. Quand vous comprenez qu'aujourd'hui, là je vais pas, il faut faire une émission en entier là-dessus. Voilà. Mais sachez qu'à Toulouse, il y a tous les mois 875 véhicules à moteur, 875 véhicules à moteur de plus. Tous les mois. Tous les mois. Pas tous les ans, pas tous les 10 ans. Tous les mois. Voilà. Alors, bon, voilà. Donc, ce problème n'est pas pris en compte parce que nos élus, d'ailleurs, de façon générale, l'ensemble de nos élus, droite et gauche, n'ont pas changé le logiciel. Ils n'ont pas changé le logiciel. Ils n'ont pas compris qu'aujourd'hui, il y avait une crise économique sans précédent et qu'une collectivité locale, elle ne peut rien faire. Vous pouvez faire ce que vous voulez sur l'économie, vous ne pesez pas. Ce n'est pas vous qui décidez. Oh, nous, on a la chance d'avoir des entreprises. Vous pouvez peser sur quoi? Vous pesez sur l'urbanisme et vous pesez sur les transports. Et votre responsabilité politique, elle est qu'aujourd'hui, il faut faciliter, surtout à 2 € le litre d'essence, d'accord? Il faut faciliter les déplacements de nos concitoyens. C'est un droit et une obligation constitutionnelle. Dans la Constitution, il y a la liberté de se déplacer. Et ma responsabilité politique, c'est de faire vivre cet article de la Constitution. Il faut faciliter le déplacement aux gens. Un jour, j'avais fait un ticket de métro et un journaliste m'interrogeait et je lui dis, c'était pour les tarifs jeunes qu'on avait mis en place. Vous savez. Il me dit, mais vous pensez que... La question qu'il me posait, peu importe. Je dis, alors je sors mon ticket de métro de la poche, je dis, vous savez ce que c'est ça, monsieur? Il me dit, oui, c'est un ticket de métro. Je dis, non, monsieur. Ça, c'est le prix de la liberté. C'est quelqu'un qui peut pas se déplacer, il habite au Mirail ou ailleurs, il peut venir au centre-ville faire ce qu'il a envie de faire. Voilà, monsieur, c'est pas un ticket de métro. C'est le prix de se déplacer. C'est sa liberté. Et c'est cette liberté-là que j'ai organisée. On va conclure cette émission en parlant de politique politicienne à Toulouse. Au niveau de la presse, on a reçu des communiqués un peu étranges émanant du PRG, dont vous êtes membre. Oui. Alors, il y a eu une polémique entre la direction de la fédération départementale du PRG et certains élus, justement, de la mairie de Toulouse, Alexandre Martiel et Cécile Ramos, pour ne pas les citer. Alors, la fédération les accuse de parler au nom du PRG alors qu'ils ne sont plus membres du PRG, et eux accusent la fédération de refuser leur adhésion. Alors, vous êtes de quel côté, monsieur Plancade? Attendez, écoutez-moi. Je vous écoute. Alexandre Martial, c'est un gentil garçon, Cécile Ramos, une brave fille. Je veux dire, ce sont des gens très sympathiques, mais ils ne sont pas adhérents au PRG. Est-ce que, vous voyez, je vais vous raconter. Quand on dit
Au PRG, vous voyez, c'est vraiment... Il y a des partis où on exclut. Vous voyez, le Parti communiste, le Parti socialiste, peut-être l'UMP. Encore qu'à l'UMP, ça arrive, et puis on revient au Parti socialiste aussi. Bon, mais s'il y a un parti où on n'interdit pas d'adhérer, c'est le Parti radical. Je ne connais pas un parti plus libre que celui-là. Voilà, donc... Voilà, alors moi je ne connais pas trop vraiment la polémique parce que je ne rentre pas là-dedans, mais en tout cas ce dont je suis sûr, et certain, c'est que les gens qui veulent adhérer au Parti radical sont les bienvenus, qu'ils aient été à droite, qu'ils aient été à gauche, qu'ils aient adhéré à un moment, qu'ils aient arrêté et qu'ils veulent revenir, ils sont les bienvenus. Et si Alexandre et Cécile veulent revenir au Parti radical, moi je suis le premier à applaudir les deux mains et leur dire venez, le PRG de la Haute-Garonne, revenez au Bercail. Mais là, franchement, je ne vois pas où est l'objet de la polémique. Alors, parlons franchement, il n'y a pas de problème entre le PRG Haute-Garonne et des adjoints de Pierre Cohen. Parce qu'on a l'impression que c'est un peu les adjoints de Pierre Cohen, mairie Toulouse, qui ont finalement un problème avec la fédération. C'est pas le cas. Écoutez, attendez, on va faire simple. Voilà. Bon. Si vous me parlez de Cécile Ramos et d'Alexandre Martiel, bon, ils sont tous les deux employés par la ville de Blagnac. Je pense qu'il n'y a pas de désaccord entre le maire de Blagnac et le maire de Toulouse. Je pense qu'ils s'entendent, tout le monde s'entend très bien, et le maire de Blagnac est au Parti radical, vous comprenez bien. Alors peut-être que c'est le maire de Blagnac et le maire de Toulouse qui ne s'entendent pas avec la fédération du PRG. Oh, je crois pas, non, franchement, non, ça, écoutez, franchement, bon, moi, vous avez vu, je vous réponds sur le temps de l'amusement, parce que je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là, ça ne m'intéresse pas, mais franchement, si Cécile Ramos et Alexandre veulent revenir au PRG, moi je suis le premier, s'ils m'écoutent, je leur dis, venez, vous êtes les bienvenus. Ça, mais je n'ai pas connaissance, la vérité c'est que je n'ai pas connaissance de ce problème-là. Voilà, ça c'est aussi, mais je suis étonné de ça, quoi. Bon, je sais qu'il y a eu, à un moment donné, des tensions, mais, bon, voilà, quoi. Non. On dédramatise. Oui, il n'y a pas de quoi dramatiser tout ça, quoi. Monsieur Blancade, merci d'être venu au Journal Toulousain de manière aussi libre et aussi franche. Écoutez, c'est moi qui vous remercie de m'avoir accepté chez vous, et puis voilà, je vous ai répondu, comme vous l'avez dit, en toute sincérité et en toute franchise, mais c'est ce qui me caractérise, et ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas pour habitude de travestir la vérité ou de faire la langue de bois, vous l'avez vu. Merci, et à la prochaine fois sur le Journal Toulousain version télé. Merci.